Vie, prospérité, santé. J'aimerais consacrer les 2 prochains épisodes aux mathématiques telles qu'elles étaient pratiquées par les anciens Égyptiens. Même si à première vue on peut se demander le rapport entre les hiéroglyphes et les maths, on comprend vite qu'ils sont en réalité tous deux une fenêtre privilégiée pour nous permettre de connaître et comprendre la manière dont pensaient et raisonnaient les Égyptiens de l'Antiquité. J'ai déjà eu l'occasion de souligner à quel point les hiéroglyphes sont indissociables de la culture égyptienne, et c'est d'ailleurs le cas de toutes les langues, disparues ou non. Eh bien, il en est de même avec les mathématiques, car elles reflètent les situations et problèmes concrets auxquels les hommes et femmes d'alors étaient confrontés. Et même si les maths n'avaient pas encore atteint la complexité d'aujourd'hui, le niveau d'abstraction dont faisaient preuve les scribes du passé est tout à fait étonnant et remarquable, et nous en dit beaucoup sur la manière dont ils percevaient le monde autour d'eux. Les papyrus mathématiques qui nous sont parvenus témoignent des cas concrets auxquels les Égyptiens étaient confrontés. Inventaire des récoltes, distribution de grains entre différentes personnes, calcul de la surface d'un champ, du volume d'un silo à grains ou de la pente d'une pyramide. Ces situations simples en apparence nécessitent cependant des opérations complexes comme résoudre des équations du second degré ou extraire des racines carrées. Nous allons voir concrètement, et sans trop se prendre la tête, promis juré, comment les scribes accomplissaient ces tâches. Pour réaliser mes recherches, je me suis basé sur l'excellent livre Mathématiques en Égypte ancienne de Marianne Michel aux éditions Safran. Vous pouvez retrouver la référence complète en description et en fin de vidéo. Les connaissances mathématiques des Égyptiens nous sont connues par l'intermédiaire de plusieurs papyrus. Le plus important d'entre eux est sans conteste le papyrus Rhind, compilé par le scribe Yamès pendant la seconde période intermédiaire, vers le XVIe siècle avant notre ère, à partir de documents plus anciens. Mais on peut également citer d'autres sources, comme le papyrus de Moscou, les fragments mathématiques d'El Lahoun ou le papyrus Berlin 6619. Très souvent, ces papyrus contiennent une série de tables de valeurs auxquelles les scribes peuvent se référer pour leurs calculs, ainsi que des problèmes avec leurs solutions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise qu'il est conseillé d'avoir revu l'épisode 7 de cette série dans lequel nous avons introduit le système de numération égyptien. Je vous autorise donc à aller le revoir avant de revenir à cette vidéo. Pour rappel, nous avons vu qu'il y avait un symbole différent pour chaque puissance de 10, et que ces symboles étaient répétés autant de fois que nécessaire pour former le nombre voulu. Par exemple, pour le nombre 132 427, on écrira une centaine de milliers, 3 dizaines de milliers, 2 milliers, 4 centaines, 2 dizaines et 7 unités. On a également introduit les fractions en établissant que les Égyptiens n'utilisaient que des fractions à numérateur unitaire, c'est-à-dire de forme 1 sur n, un demi, un huitième, un 136e, etc. À part pour quelques cas particuliers, les fractions sont notées en faisant précéder le dénominateur de l'unilitaire R. Par exemple, un 28e sera noté R28. Ce système implique de transformer toute autre fraction en une somme de fractions à numérateur unitaire. Par exemple, 2 treizièmes égale 1 septième plus 1 91e. Notons que cette décomposition n'est pas unique, en effet la même fraction 2 treizièmes peut également se décomposer en 1 huitième plus 1 52e plus 1 104e. Je vous laisse vérifier par vous-même. La raison qui poussait les scribes à choisir une décomposition plutôt qu'une autre a été le sujet d'âpres débats entre spécialistes, bien qu'on puisse convenir que les scribes avaient plutôt tendance à choisir les décompositions comportant le plus petit nombre de termes. Voyons comment cette décomposition pouvait s'effectuer concrètement dans l'esprit d'un scribe, en prenant comme exemple la fraction 2 septièmes. Le scribe se représentera cette situation en se disant « J'ai 2 objets, par exemple 2 pains, que je dois répartir équitablement entre 7 personnes. » Il commence par couper chaque pain en 4, il obtient 8 quarts. Chacune des 7 personnes peut donc recevoir une première part d'un quart de pain. Et il reste donc un quart de pain à séparer entre les 7 personnes. Chaque personne reçoit donc une deuxième part valant 1 28e de pain. Le résultat est donc que 2 septièmes égale 1 quart plus 1 28e. Bon, après ces quelques notions de base, il est temps d'aborder les choses sérieuses. Dans cette vidéo, on se concentrera principalement sur l'arithmétique, c'est-à-dire les différentes méthodes de calcul. Je sais que ça peut paraître rébarbatif, mais je vais faire de mon mieux pour rendre ça le plus clair possible. Toutes ces notions seront nécessaires pour aborder la prochaine vidéo dans laquelle on se penchera sur la géométrie. Et vous verrez, ces gens-là étaient loin d'être des amateurs. Genre, quand les aliens ont débarqué pour construire des pyramides, ils ont fait « Non, non, c'est bon, on a ce qu'il faut, merci. » Bien sûr, vous vous en doutez, pas question de voir des équations sur des papyrus. La notation algébrique moderne n'apparaîtra pas avant le XVIIe siècle. Et je parle bien du XVIIe siècle de notre ère, donc imaginez-vous au XVIIe siècle avant notre ère. Non, à cette époque, il faut décrire et résoudre les problèmes en les écrivant en toutes lettres. Enfin, vous avez compris quoi.
Et pour ça, il y a tout un vocabulaire spécifique. En voici quelques exemples. Le verbe iri signifie faire en général, mais dans un contexte mathématique, on le traduit plutôt par calculer. Le verbe wa a la même signification. Toutefois, avec la préposition her, il signifie additionner, et avec la préposition tep, il signifie multiplier. Les problèmes sont souvent introduits par des formules comme tepni. Tepni iret, la méthode pour calculer telle chose. Ou tepni city, la méthode de vérification, etc. On rencontre aussi souvent l'expression « si le script dit ça et ça, alors fais ça et ça ». Le raisonnement peut être introduit par l'expression « iretmi reper » qui signifie littéralement « calculer comme il advient », mais qu'on peut traduire ici par « voici la procédure correcte », etc. Le résultat d'une étape de calcul sera souvent noté mx, qui signifie égal x ou égal à x. On verra aussi reper x, alors il advient un nombre égal à x. Le problème se termine parfois par une expression équivalente à notre CQFD. Il s'agit de l'expression gemek nefer, qui signifie littéralement « tu as bien trouvé ». Voici un exemple général qui signifie « alors tu fais en sorte de multiplier 1 et 2 tiers par 23, littéralement 23 fois, il advient 38 et 1 tiers ». Nous n'avons aucun témoignage écrit sur là où les méthodes employées pour les opérations d'addition et de soustraction, mais il est bien sûr évident que les Égyptiens maîtrisaient parfaitement ces opérations. Leur système de numération laisse penser qu'il était peut-être trivial de les effectuer. En effet, il suffit d'additionner les symboles des différents termes avec un report éventuel. Certains auteurs pensent qu'il devait exister des tables d'addition et de soustraction pour aider les scribes à traiter des grands nombres, mais qui ne nous sont pas parvenus. Quoi qu'il en soit, voici quelques exemples de vocabulaire spécifique. On a le verbe damage, additionner, qui signifie aussi résultat d'un calcul. Waher x, ajouter à x. Hena rx, avec la même signification. Rebi, soustraire. Rebi x renet y, soustraire x de y. Une des caractéristiques des mathématiques égyptiennes, c'est que tout calcul, qu'il s'agisse de multiplication, de division ou de puissance, est systématiquement ramené à une série d'additions. Une autre caractéristique est l'utilisation intensive de l'opération de doublement ou de division par 2. Prenons un cas général où le scribe veut multiplier un nombre x par un autre nombre y, donc effectuer x fois y. Le scribe va organiser son calcul en une sorte de tableau de 2 colonnes. Dans la première, il va inscrire les différents facteurs appliqués à y, la plupart du temps des puissances de 2, et dans la seconde, le résultat. Ensuite, il va sélectionner, avec un petit trait oblique, les lignes qu'il va additionner de manière à ce que la première colonne nous donne x et la deuxième colonne nous donne x fois y. Illustrons avec un exemple. Imaginons que le scribe veuille multiplier 12 par 14. Il inscrit 14 dans la deuxième colonne et le facteur correspondant dans la première, ici 1. Dans les tableaux, le chiffre 1 est souvent écrit avec un point et non un trait vertical. Ensuite, il multiplie la première ligne par 2, ce qui donne 2 et 28. Il multiplie encore une fois par 2, ce qui donne 4 et 56, et une dernière fois par 2, ce qui donne 8 et 112. Maintenant, il sélectionne les lignes de manière à ce que la somme des termes de la colonne 1 donne 12. Ici, les lignes 3 et 4, puisque 4 plus 8 égale 12. Il fait ensuite de même avec la seconde colonne pour obtenir le résultat final. 56 plus 112 égale 168, et le tour est joué. Voici un autre exemple avec des nombres fractionnaires où l'on cherche à multiplier 2 plus 2 tiers par 7 plus 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième. C'est exactement la même procédure, donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour la comprendre par vous-même. En attendant, voici un peu de vocabulaire spécifique à la multiplication. Wahtep signifie multiplier. Wahtep mx sep y, multiplier x y fois, multiplier x par y. Ir x sep y, calculer x y fois, multiplier x par y. Ou encore cab ou keb qui signifie doubler. La division est vue comme l'inverse de la multiplication. En témoigne l'expression suivante qui a le sens de diviser x par y et qui se traduit littéralement par multiplier y pour trouver x. On retrouve aussi cette notion de multiplication avec le verbe nis, qui signifie appeler, invoquer, et qu'on traduit ici par diviser. On a en effet l'expression nis x renet y, que l'on traduit par diviser x par y, mais qui signifie littéralement appeler x à partir de y. Donnons un exemple concret issu du papyrus Rind, où il s'agit de diviser 1120 par 80. Le scribe se pose en fait la question, par quoi dois-je multiplier 80 pour trouver 1120 ? Il organise donc son tableau comme suit. Il part du nombre 80 et le multiplie par 10 à la deuxième ligne. Cette opération est très simple dans le système égyptien, il suffit de remplacer chaque symbole par le suivant. L'unité devient une dizaine, la dizaine devient une centaine, etc. À la ligne suivante, il double 80, ce qui donne 160, et il double une fois de plus à la ligne suivante, ce qui donne 320.
Il constate alors qu'en additionnant les lignes 2 et 4, on obtient dans la deuxième colonne le nombre qu'on cherchait à diviser, 1120. La somme de la première colonne nous donne alors le résultat recherché, 10 plus 4 égale 14. Le scribe comprend alors qu'il faut multiplier 80 14 fois pour obtenir 1120. Par conséquent, 1120 divisé par 80 égale 14. Tu as bien trouvé. Certains problèmes mathématiques peuvent être assimilés à ce qui sera appelé bien des siècles plus tard de l'algèbre, c'est-à-dire une sorte de recette générale, un algorithme qui permet d'effectuer une opération prédéfinie sur n'importe quelle valeur. Un exemple frappant est le problème 61b du papyrus Rhind, où le scribe Yames nous donne la recette pour calculer les 2/3 d'une fraction. Calcul des 2/3 d'une fraction. Si on te dit que sont les 2/3 de 1/5, alors tu calcules sa moitié et sa 6e partie. Ce sont ces 2/3. Vois ce qui doit être fait de la même façon pour n'importe quelle fraction qui se présentera. Même si le scribe évoque un exemple concret, la valeur 1/5, la dernière phrase prouve bien qu'il s'agit d'une règle générale qui peut être appliquée à n'importe quelle fraction. En termes algébriques modernes, on pourrait traduire ce texte par « Pour toute valeur de x, il existe une fonction f, ou un algorithme, qui permet de calculer les 2/3 de x. Cette fonction est f de x égale x sur 2 plus x sur 6. » Parlons maintenant d'une série de problèmes qui consistent en la recherche d'une quantité inconnue. Cette quantité inconnue est désignée par le mot aha ou ahaou. En algèbre moderne, il s'agit en fait de ce qu'on appelle des équations du premier degré, c'est-à-dire de la forme a fois x égale b, où a et b sont des nombres et où x est la fameuse quantité inconnue ahaou que l'on recherche, c'est-à-dire l'inconnu qui satisfait l'équation. Avec notre notation moderne, il est immédiatement évident que x égale b sur a, et que l'on peut résoudre l'équation avec une simple division, et c'est d'ailleurs comme ça que les scribes procédaient quelquefois. Mais la plupart du temps, ils vont utiliser une méthode mathématique que l'on va retrouver pendant toute l'Antiquité, et pas qu'en Égypte, la méthode de simple fausse position. Cette méthode consiste à donner à x une valeur au pif et à essayer au hasard, et à calculer le résultat de l'équation avec cette valeur au pif, c'est-à-dire en multipliant avec a. Évidemment, cela ne nous donnera pas b, mais un autre nombre, appelons-le b'. Ensuite, le scribe va calculer son erreur en comparant b et b'. Le rapport entre les deux va lui donner le facteur correctif à appliquer à x' pour trouver x, la bonne réponse. C'est parti pour l'exemple. Prenons le problème 25 du papyrus Rhind. La première ligne nous dit soit une quantité inconnue, telle que son demi ajouté à lui, il advient un nombre égal à 16. Il s'agit ici de résoudre l'équation 1 plus 1 demi x égale 16, autrement dit 3 demi x égale 16. Donc on a a égale 3 demi et b égale 16. Le scribe va choisir comme fausse position le nombre 2. En pratique, il choisit toujours le dénominateur de la plus petite fraction comme fausse position, ici 2, car ça simplifie le calcul. Ensuite, il va calculer 1 plus 1 demi fois 2 pour obtenir 3. Cette valeur est à comparer avec la vraie valeur de 16. C'est l'étape suivante qui consiste à diviser 16 par 3. Le tableau donne 1 et 3, on double pour obtenir 2 et 6, on double encore 3 et 12. Les lignes 1 et 3 nous donnent 15 dans la deuxième colonne, il manque donc 1. En consultant une table de calcul, le scribe trouve les 2/3 de 3, c'est-à-dire 2, puis divise par 2, 1/3 et 1. En sélectionnant les lignes 1, 3 et 5, on obtient bien 16 dans la deuxième colonne et 5 plus 1/3 dans la première. Donc 16 divisé par 3 égale 5 plus 1/3. Il s'agit donc du facteur correctif à appliquer à la fausse position pour trouver la bonne réponse. Il faut donc multiplier 2 par 5 plus 1/3. C'est ce qui est fait ensuite et on obtient 10 plus 2/3. Ensuite vient la phrase « Voici la procédure correcte, la quantité inconnue est 10 et 2/3. » Le problème se termine par la vérification 1 et 1 demi fois 10 et 2/3 égale 16. Donnons maintenant un exemple où ce type d'équation est résolu avec une division. Il s'agit du problème 19 issu du papyrus de Moscou. Ça vous donne l'opportunité de voir un papyrus avec une écriture moins soignée. Ça vous donne une idée de la difficulté qu'il peut parfois y avoir à lire le hiératique. Voici ce qui est dit. Méthode pour calculer une quantité inconnue qui, prise 1 et 1 demi fois avec 4, est devenue 10. Quelle est la quantité inconnue qui dit ça? Donc on part de l'équation 1 plus 1 demi x plus 4 égale 10, soit x plus x demi égale 6. Alors tu fais en sorte de calculer la grandeur de ce 10 par rapport à ce 4. Il advient 6. Ici le scribe effectue simplement 10 moins 4 égale 6. Alors tu fais en sorte de calculer 1 et 1 demi pour trouver 1.
il advient 2 tiers. Par cette expression, le scribe calcule l'inverse de la fraction 1 et 1 demi, valant 3 demi. Son inverse est bien 2 tiers. On continue. Alors, tu fais en sorte de prendre les 2 tiers de ces 6, il advient 4. Vois, c'est 4 qui le dit. Tu as bien trouvé. On voit donc bien que l'équation ax égale b a été résolue en multipliant b par l'inverse de a, c'est-à-dire en divisant b par a. Encore plus fort que les équations du premier degré, les Égyptiens étaient capables de résoudre des équations du second degré, c'est-à-dire de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Dans les sources historiques, nous ne rencontrons que des cas où le terme en x est absent, et donc l'équation devient ax carré égale c, et donc x carré égale c sur a. Et dans la pratique, il s'agit toujours d'extraire une racine carrée pour résoudre l'équation. Il y a d'ailleurs un vocabulaire spécifique pour cela. Seni signifie passer, surpasser, élever au carré. On a par exemple iri x pen, m sen. Élever ce x au carré. Kenebet signifie l'angle, le coin, la racine carrée. Et on a par exemple iri kenebet x, prendre la racine carrée de x. Un exemple frappant de résolution d'équation du second degré est décrit dans le problème 6 du papyrus de Moscou, où il s'agit de déterminer les dimensions d'une pièce rectangulaire dont on connaît la surface et le rapport entre sa longueur et sa largeur. Il est frappant de constater à quel point le raisonnement du scribe est proche de nos méthodes modernes de résolution d'équations. Voici le vocabulaire spécifique de ce problème si vous voulez vous attarder sur sa traduction. Allons-y. Méthode pour calculer un local rectangulaire. Si on te dit un local rectangulaire d'une aire de 12, 1/2 et 1/4 de sa longueur pour la largeur. Le scribe pose ici les données du problème. L'aire est égale à 12 et le rapport largeur sur longueur vaut 1/2 et 1/4, c'est-à-dire 3/4. Alors, tu fais en sorte de calculer 1/2 et 1/4 pour trouver 1, il advient 1 et 1 tiers. Comme on l'a vu dans l'exemple précédent, le scribe calcule ici l'inverse de la fraction 3/4, ce qui donne 4 tiers, soit 1 et 1 tiers. Alors, tu calcules ce 12, qui est égal à l'aire, avec 1 et 1 tiers, il advient 16. Le scribe décrit l'expression 12 fois 1 et 1 tiers égale 16. Alors, tu fais en sorte d'extraire sa racine carrée, il advient 4 pour sa longueur. Avec notre notation moderne, on procède exactement de la même façon. On peut réécrire la relation 1 en remplaçant la valeur de la largeur par celle de la relation 2. Ce qui donne R du rectangle égale longueur fois 1/2 plus 1/4 fois longueur. On multiplie et remplace l'aire par sa valeur de 12 et on obtient longueur au carré égale 12 divisé par 1/2 plus 1/4. On peut donc multiplier 12 par l'inverse de 1/2 plus 1/4, on l'a vu c'est 1 et 1 tiers, et ça nous donne 16. Le scribe prend alors la racine carrée pour obtenir la longueur qui vaut donc 4. Maintenant qu'on a la longueur, on peut utiliser la relation 1 pour trouver la largeur, et c'est exactement ce que fait le scribe. Il advient 4 pour sa longueur, c'est 1/2 et 1/4 égaux à 3 pour sa largeur. Voici la procédure correcte. La largeur vaut donc 3. Le scribe termine par l'illustration d'un rectangle avec ses mesures et son aire, puis il prouve son raisonnement en effectuant 3 x 4 égale 12. Pour terminer cette partie sur l'arithmétique, nous allons parler d'une opération très courante et très importante, la répartition en parts inégales. Imaginez que vous deviez payer les salaires d'une équipe ou répartir du grain ou du pain entre le personnel d'un temple. Le grand prêtre recevra par exemple 2 fois plus qu'un prêtre subalterne et 10 fois plus que le veilleur de nuit. Donc, en connaissant le total des biens disponibles et le rapport entre les salaires de chacun, vous devez pouvoir calculer toutes les parts à distribuer. Le problème 40 du papyrus Rhind décrit le partage de 100 pains de manière inégale entre 5 hommes. Une facette très intéressante de ce problème est qu'il met en œuvre un concept mathématique particulier, la progression arithmétique. Il s'agit d'une série de nombres qui se suivent avec le même écart entre chacun, par exemple 10, 12, 14, 16, 18, etc. Ici, l'écart, qu'en maths on appelle la raison, vaut 2. Mais examinons ce problème. Voici le vocabulaire spécifique qui s'y rapporte. Notons particulièrement le mot tenu, qui signifie la différence de parts, donc précisément la raison de la suite arithmétique. 100 pains entre 5 hommes, 1/7 des 3 premiers pour les 2 derniers hommes. Que vaut la différence de parts? Le scribe précise que, si les 3 premiers ensemble reçoivent x, les 2 derniers ensemble reçoivent 1/7 de x. Ensuite, le scribe nous dit: voici la procédure correcte avec une différence de parts de 5 et 1/2. Ce n'est pas immédiatement évident, mais cela signifie que les parts des 5 hommes forment une suite arithmétique dont la raison, la différence de parts, vaut 5,5. En clair, chaque homme reçoit 5,5 de plus que le précédent et 5,5 de moins que le suivant. Toute la question est de savoir comment le scribe est arrivé à cette valeur de 5,5
mais nous n'allons pas développer plus avant pour ne pas alourdir le raisonnement. Le script poursuit en énumérant 5 parts qui satisfont aux conditions. La plus petite part vaut 1, et on ajoute chaque fois 5,5 pour trouver les autres. Et on voit que la condition de proportionnalité est respectée. Il inscrit ensuite le total des 5 parts et trouve 60. Or, c'est 100 pains qu'il fallait distribuer, pas 60. Voyons comment le script va résoudre ce problème. En réalité, il a utilisé ici la méthode de simple fausse position que nous avons vue plus tôt, mais appliquée à une série de nombres, et non pas à un nombre seul. En partant d'une première part de 1, il a trouvé qu'une différence de part de 5,5 permet de remplir la condition de proportionnalité, peut-être par tâtonnement. Connaissant maintenant le total de ces fausses parts, 60, il peut appliquer le facteur correctif à toutes les parts pour arriver au total voulu de 100. Il calcule ce facteur correctif à l'étape suivante. 100 divisé par 60 égale 1 et 2 tiers. Il multiplie ensuite toutes les fausses parts par 1 et 2 tiers, puis vérifie que le total vaut bien 100. CQFD. Ce problème nous prouve que les scribes maîtrisaient parfaitement les règles de proportionnalité des suites arithmétiques. Ils avaient parfaitement conscience que, pour ces deux suites, il existait le même rapport entre la somme des parts, les parts elles-mêmes et la différence entre deux parts. Ceci conclut la partie dédiée à l'arithmétique égyptienne. Je sais que c'était fort dense et vous pouvez vous féliciter d'avoir tenu jusqu'au bout. Je trouve que ce sujet nous permet réellement de plonger dans l'esprit d'un scribe de l'Antiquité, de comprendre, du moins en partie, comment il réfléchissait et comment il se représentait le monde dans sa complexité. Du moins, c'est l'idée que j'ai voulu faire passer en cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a fait découvrir une autre facette de l'Égypte ancienne, ou si au contraire, ça vous a juste embrouillé. Comme promis, dans la prochaine vidéo, on se penchera sur la géométrie et comment elle s'appliquait aux situations rencontrées par les scribes et architectes égyptiens. Pensez donc à vous abonner pour ne pas la manquer, et on se retrouve très vite pour la suite. À bientôt!